on ne peut pas raconter l'histoire d'une société française uniquement au Parlement. L'histoire, la révolution de l'hygiène, de l'alimentation, des transports, de nos manières d'être, de vivre, s'expliquent également, non seulement certes par des lois, des décrets, des machins, des trucs, mais aussi par des grandes révolutions. Il y a un avant et un après Gillette, King Gillette qui invente le rasoir. Il y a un avant et après Colgate qui invente le dentifrice. Chanel, Coco Chanel, elle révolutionne la femme. Goodyear invente le pneu. Enfin, il y a des révolutions qui, quand vous racontez l'histoire de Michelin, de Renault, de Danone, vous avez en même temps en filigrane l'évolution de la société française. Donc, on ne peut pas comprendre l'histoire d'une société uniquement avec le prisme politique. Il faut aussi le prisme économique, industriel. Donc c'est la voiture, c'est les transports, c'est l'hygiène, c'est la beauté. Les marques ont amélioré sur le long terme le bien-être. Et le bien-être, c'est aussi une manière de raconter l'histoire d'une société. Le consommateur, aujourd'hui, a tout de même changé par rapport aux années des Trente Glorieuses. Les années des Trente Glorieuses, c'était des années caractérisées par une économie de la demande. C'était l'explosion, l'augmentation importante du pouvoir d'achat, 5% par an, la création d'activités multiples, le développement de produits dans l'électroménager, dans l'alimentation, l'hygiène, enfin c'était une explosion de... Et donc c'était le consommateur qui demandait. Et donc, et puis là on est passé à une économie de l'offre, où là le consommateur change, il est beaucoup plus... il est plus vigilant. Il est beaucoup plus vigilant. Dernière enquête qui est parue montre que les consommateurs ne manifestent plus le même attachement à l'égard des marques. Parce qu'ils estiment alors à 69% que les marques se moquent d'eux, 69%, qu'elles ne disent pas la vérité, qu'elles les prennent pour des imbéciles, à plus de 50%. Donc il y a une sorte de divorce entre les consommateurs et les marques. Donc aujourd'hui on parle beaucoup de marketing expérientiel. C'est-à-dire que la marque propose une expérience aux consommateurs. Voilà. C'est un outil particulier pour recréer du lien. Car je crois que ce qui est fondamental, ce n'est pas tant tel ou tel outil. Ça c'est secondaire. Ce qui est important, c'est que la marque doit recréer du lien. Les consommateurs n'achètent plus seulement un produit pour satisfaire un besoin, ils achètent aussi un produit pour satisfaire du sens, trouver des valeurs qui leur correspondent. Et donc créer des liens avec retrouver un peu de réassurance. Et donc c'est ça qui est important. Ce que l'on constate dans les 6 derniers mois, c'est que beaucoup de marques, et ça c'est la grande erreur que font les industriels, les entreprises en période de crise, c'est que le premier budget qui est coupé, c'est le budget de communication. En période de crise, il ne faut jamais arrêter de communiquer. Jamais. Et donc ça, c'est un constat. Depuis 6 mois, beaucoup d'entreprises ont considérablement limité leurs dépenses de communication. Et ça, tous azimuts, que ce soit télé, radio, presse. Un seul outil, vecteur, échappe pour l'instant à la diminution des dépenses, Internet. Internet serait l'endroit où les entreprises... Parce que sur Internet, elles peuvent davantage cibler. Elles peuvent mieux cibler sur Internet. Elles ciblent et ça coûte moins cher. Et on peut changer plus rapidement. Quand vous avez fait votre film, que vous passez à la télévision, il y a une certaine inertie, une certaine rigidité. Vous ne pouvez pas changer du jour au lendemain votre film. Votre campagne affichage, vous ne pouvez pas la changer du jour au lendemain. Bon, vous pouvez retirer votre affichage, mais vous avez engagé des frais importants, d'accord, en termes de coûts de fabrication. Là, zéro coût. Et je peux mettre ce que je veux dans mon message. Je peux écrire ce que je veux. Je peux écrire un mot, une ligne. Je peux écrire 3 pages. Je suis libre. Hein? Tandis que sur une campagne de pub, j'ai 30 secondes, j'ai 15 secondes, 30 secondes. Bon, je suis limité. Je veux bien, moi, consacrer des dépenses importantes en termes de communication, avoir une communication de masse. Mais aujourd'hui,
mes consommateurs ne sont plus forcément des consommateurs de masse. J'ai des cibles, j'ai des tribus, j'ai des clans. Et donc, comment faire pour toucher de manière pertinente les X% qui vont faire les 90% de mon chiffre d'affaires. Donc, la marque ne peut plus avoir son discours péremptoire. Elle ne peut plus venir en disant « je suis la plus belle, achète-moi ». De toute façon, c'est moi qui décide de ton comportement. Ça, c'est terminé. Donc, comme la marque descend et tombe parfois de son pédestal, pour mieux remonter après. C'est pas l'objectif de détruire. L'objectif, c'est pas d'assister à la déroute des marques, surtout pas. C'est qu'elles aient un comportement moins, je dirais, je dirais pas totalitaire ou totalisant. Enfin, vous savez, ces marques un petit peu sectes, qui veulent normer l'univers mental des consommateurs, qui veulent contrôler un petit peu leur manière d'agir, d'être, etc. Ce temps-là est révolu. C'était un petit peu les Coca-Cola, les Nike, Le client redevient roi. Parce qu'il a le pouvoir de contester. Il a le pouvoir de dire, moi, je ne veux pas de ta marque. Le client aujourd'hui, le consommateur, n'est plus seulement récepteur du message. Danone dit, je suis la marque la plus... Il n'est plus seulement récepteur, il est émetteur. Et les blogs le soulignent. Au sein des blogs, vous pouvez réunir des communautés de consommateurs qui, portent un jugement sur les marques, comparent les prix. Donc, si vous voulez, le client redevient roi. Il redevient roi et la marque ne peut plus dire n'importe quoi. Elle doit, c'est ce qu'elle a toujours fait au début, mais on l'a peut-être un petit peu perdu, elle doit plus que jamais légitimer son discours, légitimer la promesse de sa marque, de ses produits, et surtout pérenniser la qualité de ses produits. Il y a toujours eu comme ça des périodes au moment de la crise où on a besoin de boucs émissaires, d'accord ? Comme toutes les grandes idéologies ont disparu, aujourd'hui, qu'est-ce qui est visible ? Le plus visible, c'est la marque, enfin l'entreprise et la marque. Bon. Et donc la marque sert un peu de bouc émissaire. Bon. Et donc tous les mouvements anti-pub, déconsommation, critique de la consommation, etc., on en a connu dans les années 50 et 60. L'école de Francfort avec Marcuse et l'homme unidimensionnel. Donc il y a des périodes de basse eau en termes de critique de la consommation, de la pub, etc. Et puis on retrouve, au bout d'un certain temps, ces mêmes mouvements, ces mêmes comportements, les comportements anti-pub. Ça, c'est régulier. À chaque moment de crise, vous savez, c'est ce que disait le sociologue Durkheim, quand une société souffre, elle cherche des ennemis. Aujourd'hui, l'ennemi le plus visible, c'est l'entreprise. En France, ça a toujours été, et c'est la marque, c'est la publicité. Alors, tous les courants anti-pub parlent de marques fascistes. Voilà. Marques fascistes, ils ne sont pas allés jusqu'à des marques nazies, mais des marques fascistes, parce qu'elles veulent tout contrôler. Non, c'est les consommateurs, au contraire. Et la marque est à l'univers économique ce que le droit de vote est à la démocratie. Je m'explique. Allez dans des pays comme la Corée du Nord ou Cuba, où il y a des marques, il n'y a pas de marques. Bon. Ce sont des beaux pays. Non, je veux dire, c'est triste, c'est bon. Le consommateur, avec la marque, peut choisir, il peut dire non. C'est le pouvoir de dire non. La marque, c'est le pouvoir de dire non. Et plus il y a de marques, mieux on se porte. Et les pays où il y a beaucoup de marques sont des pays où il y a une forte croissance économique, de manière générale.